Vous êtes arrivé au doublage, donc je crois que vous étiez comédienne aussi au départ. Vous pouvez nous raconter un peu votre parcours Moi j'ai eu un parcours, une formation de comédienne, j'ai fait le conservatoire de Reims Nancy, après je suis entrée à l'école nationale d'art du Blanche, après j'ai travaillé pendant un an et ensuite je suis entrée au conservatoire de Paris en tant que comédienne, c'est ma formation. Et puis j'ai fait énormément de théâtre pendant longtemps et on est venu me chercher au théâtre pour me proposer de faire du doublage. J'en ai fait en fait assez peu en tant que comédienne, je n'ai pas fait longtemps parce que j'ai tout de suite eu envie de faire la direction. Et que j'ai eu la chance que ça répond immédiatement au niveau de la direction, quand j'ai commencé à diriger très vite. Je crois que, vous m'aviez envoyé votre CV. Vous avez doublé, en tant que comédienne bien sûr, des rôles assez classiques, je crois. Vous avez doublé, je crois, un Shakespeare. Aussi, oui. Donc, est-ce que c'était en fait du fait que vous aviez un parcours de comédienne classique, on vous a pris pour ça? Avec ces catégories, comédienne classique, comédien de doublage, comédien de radio, comédien de théâtre. Ça fait toujours un peu l'effet où ça me disait boulangère de baguette, boulangère de ça à la fois plasmique et qui n'ayant aucun rapport avec la réalité. On a une formation. Alors, on va par contre discuter sur la formation du comédien. Ce qui est compliqué, je trouve, en France, c'est qu'on peut se dire comédien quand on n'a absolument aucune formation, et moi je crois à la formation dans tous les domaines, et j'y crois donc beaucoup pour la profession de comédien. Donc est-ce que, quand on m'a proposé de doubler dans des Shakespeare, je ne sais pas, on va demander ça aux directeurs artistiques qui l'ont fait, ce qui est certain pour moi, de mon point de vue de maintenant directrice artistique, c'est évident que c'est très très difficile pour un comédien qui n'a pas une formation suffisante, qui n'en a pas, mais j'ai du mal à dire que le comédien n'a pas de formation parce que pour moi ça ne peut pas fonctionner. Tout est infiniment plus difficile, voire impossible. J'ai pu avoir parfois à la barre, en doublage, des acteurs qui n'arrivaient pas du tout à comprendre de quoi je leur parlais, quand je leur parlais de la colère, qui pouvait le personnage à ce moment-là, parce que quand il disait cette phrase, ça mettait en relation avec telle autre phrase qu'il avait dit dans telle autre scène, par rapport à sa mère, par rapport à son père. Je sais très bien d'un comédien qui faisait beaucoup de doublage, qui me regardait avec des yeux comme ça, qui m'a dit « Bon, faut que je parle plus fort ». Donc, il n'y a pas des comédiens de doublage, des comédiens. La vie professionnelle amène des expériences, pour certains beaucoup plus dans le doublage que pour d'autres ce sera dans le cinéma, pour d'autres ce sera au théâtre, pour d'autres ce sera à la radio, etc. Et donc on continue d'avancer dans le métier avec ce bagage-là qui se fait au fur et à mesure, et on peut, dans tous les domaines, bien faire son travail, ou moins bien le faire. Mais c'est aussi vrai dans le doublage que n'importe où ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre public qui n'est pas forcément au courant du métier de directrice artistique, quelles sont les étapes de la réalisation d'un doublage, par exemple, et comment on devient aussi directrice artistique? Voilà. Est-ce qu'il faut forcément être comédien avant ou pas? Parce que je parle de la formation et que j'y crois dans tous les métiers, évidemment. Très vite me dire, c'est quoi la formation du directeur artistique? Je crois, moi, qu'il faut avoir une formation comédien. À partir de là, vous regardez dans les métiers de directeur artistique, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout une formation de comédien. Il y en a d'autres qui sont comédiens sans avoir eu de formation de comédien aussi. Et il y en a qui n'ont jamais été comédiens d'aucune manière. Alors, si je dis ça, c'est en rapport au fait que si on cherche une formation de directeur artistique, on n'en veut pas. Il n'existe pas de formation de directeur artistique. Et en plus, c'est un métier qui demande des qualités extrêmement diverses. Parce que le principe, c'est quoi? On vous donne un film en anglais, allemand, russe, japonais, chinois, coréen, suédois, à vous, directeur artistique, et vous le rendez en français. Et c'est tout le parcours, vous suivez, si on vous laisse empoigner la totalité de votre métier de directeur artistique, vous suivez tout le parcours. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un détecteur,
de la chaîne. Et puis il y a le choix des adaptateurs, extrêmement important. C'est dommage qu'on n'en ait pas aujourd'hui. J'aurais pu, en tout cas sur Fringe, bon, je suis adaptatrice à mes heures aussi, mais il y a le métier d'adaptateur qui est très très important. Et surtout, ce qui est très très important quand on est directeur artistique, mais c'est une chose sur laquelle il faut se battre sans arrêt, c'est de constituer une équipe. Moi, c'est une des motivations de mon métier. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la constitution cohérente, ludique, joyeuse de l'équipe. Ça part pour moi du détecteur jusqu'à l'ingé son en studio. Et c'est assez compliqué parce que on a beaucoup à faire en tant que directeur artistique. On travaille donc avec les boîtes de doublage qui sont en fait nos employeurs, qui n'ont pas non plus les mains libres parce que les clients sont devenus très très intrusifs dans le travail. Donc, ce qu'on appelle les clients, c'est les producteurs, les distributeurs, les chaînes, qui peuvent avoir leurs avis sur tout. Aujourd'hui, c'est sur tout. Sur le choix des adaptateurs, sur le choix du directeur artistique, sur la façon d'interpréter les personnages même, etc. Donc c'est devenu au fil des années assez compliqué, même si je ne suis pas directrice artistique depuis tellement longtemps, ça doit faire une douzaine d'années. Mais même sur ces 12 années, j'ai constaté que tout est devenu vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué pour le directeur artistique. Pour les boîtes de doublage aussi, c'est devenu très compliqué. À cause de cette intervention d'un tas de personnes qui n'ont pas toujours, en fait, la formation d'avoir leur mot à dire, mais qui ont néanmoins souvent le pouvoir d'avoir leur mot à dire. Voilà, donc on joue avec tout ça en permanence. Moi, j'essaie d'obtenir ça, de pouvoir constituer une équipe à laquelle je crois, une équipe avec des gens qui sont enthousiastes, quelle que soit leur expérience, et quel que soit leur âge, et quel que soit le produit sur lequel on travaille, et une équipe de personnes qui acceptent de communiquer en permanence entre elles, et de faire un travail d'équipe. C'est-à-dire d'essayer d'éviter tout ce qui va... on peut toujours aller à des espèces de rapports de conflit qui, moi, ne m'intéressent pas, auxquels je ne crois pas, pour faire un travail dans lequel tout le monde soit content. Et si on est content, le travail sera meilleur. En tout cas, c'est ma politique à moi. Donc j'essaie de pouvoir choisir, en tout cas, les adaptateurs. À force d'avancer, on en connaît de plus en plus. C'est tellement la qualité de l'adaptateur chaque adaptateur est importante, mais ce qui est important aussi, c'est ces qualités, de comment elles vont entrer dans l'équipe que j'essaie de constituer. Et bien sûr, dans l'équipe, il y a l'équipe des comédiens, et donc, ça se complique du fait qu'on nous demande des essais, c'est normal, par rapport aux rôles principaux quand on attaque un nouveau produit. Et donc, sur chaque essai, on nous demande le choix entre 3 comédiens différents. Donc, ça multiplie les possibilités d'entente ou de mésentente. Mais moi, c'est ça qui me passionne, c'est de réussir à faire en sorte que j'ai des gens sur le plateau, pour ce qui est le travail avant le plateau, adaptation, détection. Je travaille beaucoup avec les adaptateurs, je fais ce qu'on appelle des vérifs, c'est-à-dire des journées entières où chaque adaptateur me lit ce qu'il a écrit avec l'image, pour que je vois si c'est synchrone, pour que je vois si le dialogue fonctionne, pour que je vois si c'est bien en accord avec l'énergie qu'a l'acteur à l'écran, s'il n'y a pas trop de mots, s'il n'en manque pas. Et je m'applique, j'ai réussi de plus en plus à avoir une vérification avec la totalité de l'équipe des adaptateurs. C'est quelque chose qui se fait encore très très peu. Chaque adaptateur travaille dans son coin et fait une vérif tout seul avec le directeur artistique quand il y a une vérif. Ce qui est compliqué parce qu'il faut payer la vérif, donc les boîtes essaient à tout prix d'éviter la vérif. Donc on lutte un peu comme ça sur tous les aspects, sur toutes les étapes avant d'arriver en studio et aussi après et aussi pendant. C'est très très difficile d'obtenir d'avoir un ingé son qui est celui qu'on choisit par rapport au produit sur lequel on travaille, par rapport à l'équipe de comédiens qu'on va avoir en studio, par rapport au travail qu'on sait qu'on va avoir à faire. Un ingé son n'est pas seulement quelqu'un qui appuie sur un bouton pour lancer l'image et la rythmo et qui appuie sur le bouton pour arrêter. Et moi, je dépense une grosse énergie à la constitution de cette équipe et à essayer d'obtenir la qualité que je veux pour chaque personne choisie. Ensuite, ça c'est ce qui précède un peu l'enregistrement en studio. Il y a des semaines de préparation, de travail avant d'arriver au studio. Par rapport à tout ce dont je viens de parler. Après au studio, le travail c'est premier, pour moi, le directeur artistique, c'est de connaître parfaitement le produit sur lequel il bosse. Donc ça veut dire qu'on fait, quand on est sur une série, on fait des sessions sur des épisodes qui durent une quarantaine de minutes, on fait des sessions où on enregistre 4 épisodes à la fois. Il faut connaître, pour moi,
évidemment par cœur les 4 épisodes en question, mais il faut essayer d'en savoir le plus possible sur ce qui suit pour pouvoir expliquer à chaque acteur qui est dans le studio, et parfois un acteur peut arriver pour 10 lignes, mais il faut connaître peut-être son parcours. Sur les 4 épisodes, il a peut-être 10 lignes, mais peut-être que sur le 5e, il en aura 50, et peut-être que sur le dernier épisode, c'est lui le rôle principal. C'est arrivé, par exemple sur Fringe d'ailleurs. Donc il faut essayer d'en savoir le plus possible, d'en savoir beaucoup plus encore que ce qu'on nous donne sur les 4 épisodes sur lesquels on va travailler dans la session en question. Il faut essayer d'en savoir le plus possible sur la psychologie des personnages, donc il faut avoir un travail qui dépasse tout à fait le seul cadre de l'enregistrement. Ensuite, il faut aussi essayer d'avoir un œil et une oreille sur ce qui suit l'enregistrement, c'est-à-dire sur le montage et sur le mixage. Le montage consiste à mettre rigoureusement en place ce qui a été enregistré. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des acteurs qui travaillent avec une bande rythmo et qui sont le plus synchrone possible, mais je ne vais pas, moi, bousiller le travail d'un acteur qui est magnifique parce qu'il n'a pas mis le peu en place et parce qu'il est un peu court de 2 images. Certains ingé-sons demandent à ce que l'acteur recommence en étant éventuellement moins juste au niveau du jeu. Moi, je me mets en situation de refuser ça, en tout cas de me donner le choix. Si je veux garder le jeu de l'acteur parce que je le trouve magnifique, il faut que j'ai un ingé-son qui me suive. Et il faut aussi pouvoir exiger d'avoir du montage, car les boîtes de doublage doivent payer le montage, donc elles essaient de supprimer le montage. Voilà, ce qui en fait est un faux problème, parce que si on supprime, on ne peut pas supprimer le montage. Si on supprime le montage, ça veut juste dire qu'on demande au directeur artistique de s'en occuper pendant l'enregistrement. Ça peut être avec son ingé son, dire est-ce que tu peux me bouger cette syllabe, tu peux me l'avancer, tu peux me la reculer, est-ce que la phrase, tu peux la stretcher dans un sens, dans l'autre, etc. Enfin, voilà, donc il faut veiller à ça. Et puis le mixage, pour arriver au bout, c'est-à-dire donc garder une oreille, un œil, essayer d'avoir un mixage qui soit fait avec une attention suffisante pour avoir au final quelque chose qui, à un moment donné, fera qu'on oublie de se demander je suis en VO ou je suis en VF. Ce qui est pour moi le but absolu, c'est-à-dire de réussir à emmener le spectateur dans quelque chose où cette notion-là disparaît complètement, c'est-à-dire d'arriver non pas à une imitation d'une VO, non pas à une sous-VO, mais à une sorte d'autre produit qui sera une recréation de ce qui a été un jour la VO, mais qui est une VF sur laquelle on ne se pose pas la question de en quelle langue je suis. Merci. Quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne directrice artistique? Est-ce qu'il faudra, je ne sais pas, comme dans les entreprises, il faut être un bon manager? Enfin, comment vous voyez ça? Moi, je trouve que ça, il faut en parler. Je trouve qu'il faut être un bon manager. Je trouve que c'est très important. Par rapport à ce que je disais sur la constitution de l'équipe, le cœur de l'équipe, alors dans un premier temps, les adaptateurs sont extrêmement importants, mais le cœur de l'équipe, c'est l'équipe des comédiens. L'acteur travaille avec un instrument qui est lui-même. Si vous stressez un acteur, vous bousillez l'instrument. Si vous lui mettez la pression, vous bousillez l'instrument. Enfin, pour moi, c'est tellement évident que je ne comprends pas comment on peut passer par une autre idée quand on a dirigé une équipe d'acteurs. Il faut absolument mettre l'instrument au meilleur de lui-même. Et donc, il faut absolument centrer l'acteur sur l'évidence que s'il est là pour doubler ce rôle-là, c'est parce qu'il est le seul qui peut être là pour doubler ce rôle-là au mieux. Et il faut sans arrêt le mettre au contact de ce qu'il a de meilleur en lui, de plus belle qualité en lui, et qui est le plus à propos par rapport à ce rôle-là, sans arrêt le remettre en contact à ça, parce que en effet, comme son instrument, c'est lui-même, il est en permanence en état de fragilité. À la fois, s'il n'est pas dans cet état de fragilité, il n'est pas au milieu de son travail, et à la fois, s'il est dans cet état de fragilité, il est le plus déstabilisable possible. Donc je pense qu'on est extrêmement fautif quand on stresse un acteur qui est à la barre, comme on l'est d'ailleurs au théâtre, quand on stresse un acteur qui est en train de répéter, comme on l'est au cinéma, quand on stresse un acteur qui va tourner, ou à la radio, etc. C'est une question qui se pose beaucoup, toujours, très très présente en fait. Dans le milieu du doublage, moi je trouve qu'il faut se calmer. Il faut se calmer parce qu'il n'y a pas de règles.
la création d'une version française est une création. Donc il y a des artistes. C'est un peu compliqué d'imposer à un artiste les articles avec lesquels il va travailler. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'imposer à un peintre dans quelle couleur il va faire son tableau, quel sujet il va aborder, et dans quel cadre, et est-ce qu'il y aura des profondeurs, voilà. Donc à partir de là, faire un casting, c'est faire une distribution. La distribution, par essence, est subjective. Donc à partir de là, je comprends très bien la colère des acteurs et des actrices qui disent « je l'ai toujours doublé, pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Il y a des tas de raisons. Il peut y avoir que le directeur artistique qui se trouve à devoir faire le casting où cette personne est concernée n'arrive pas à l'imaginer dans ce rôle, et c'est légitime. Après, moi je dis, on a, sur des rôles importants en tout cas, des essais. Donc, ce que j'essaie en tout cas moi de faire, quand il y a une voix qui semble avoir toujours été là, j'essaie au minimum, même si j'ai du mal à l'imaginer, ce qui peut arriver, mais j'essaie en tout cas, j'ai la curiosité, surtout si c'est quelqu'un que je ne connais pas, de le faire venir en essai et de voir ce qui se passe. Enfin, c'est justement, quand on a les moyens de le faire, je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Et il faut faire cette expérience-là. On peut avoir des surprises dans les deux sens, en plus, parce que parfois, ça peut paraître évident, on demande des essais, on fait venir la personne qui l'a toujours fait et dont on pense qu'elle va le faire encore, on fait des essais, tout d'un coup, ça n'est plus évident. C'est un peu mystérieux, c'est pas, je veux dire, c'est pas toujours le fait de la mauvaise foi, c'est pas toujours le fait d'un jugement sur le travail qui, sur cet acteur-là, a toujours été fait jusque-là, pas du tout. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, et il peut y avoir, et ça, il faudrait que les acteurs en question en soient bien convaincus, il peut y avoir de la part du producteur, du distributeur, du réalisateur, le réflexe de dire « Ah, il l'a toujours doublé, donc je n'en veux pas. Je veux quelque chose de neuf, je veux quelque chose qu'on n'a jamais entendu. » Ça existe vraiment. C'est quelque chose qui s'entend assez couramment. Donc à partir de là, ça n'est donc même plus la peine de provoquer un essai. On n'y arrive pas toujours. On n'est pas seul du tout. Quand il y a demande d'un casting, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Voilà. C'est a priori le principe. On peut parfois, en tant que directeur artistique, ça m'arrive, à moi, pour ma pomme, de demander des essais parce que je ne suis pas sûre. Ça peut arriver. Mais dans la majeure partie des cas, quand il y a des essais, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Et ça veut surtout dire que ce n'est pas le directeur artistique qui décide. Ensuite, il y a autre chose. Il y a le fait qu'il n'y a pas d'égalité du tout dans le vieillissement de la voix. Ça se voit, c'est très très évident dans le domaine du chant. Il y a des chanteurs qui chantent jusqu'à 90 ballets ou jusqu'à leur mort, leur voix ne bouge pas. Et il y a des chanteurs qui, à partir de 35-40 ans, commencent à ne plus pouvoir chanter parce que la voix bouge et que c'est fini. Ça existe, ça c'est le problème de la voix, c'est pas du tout autre chose, quoi. Donc à partir de là, on ne peut pas s'enfermer dans l'idée que ça y est, je le double, il a 25 ans, c'est bon jusqu'à 90 ans. Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. D'abord, on ne sait pas comment lui va vieillir, on ne sait pas comment soi-même va vieillir. Donc il y a quand même plusieurs facteurs qui font que je trouve que Alexandre a raison, que ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter, il faut absolument l'accepter, parce que sinon on se fait du mal. Et puis on se fait du mal pour rien, parce qu'on se met dans une espèce de... On peut se mettre dans une parano, on dit « il n'est pas voulu de moi, il trouve que je suis mauvais ». C'est pas du tout aussi basique que ça, c'est à mon avis beaucoup plus complexe, et il peut y avoir des raisons qui ont absolument rien à voir avec l'acteur qui lui se sent totalement concerné. Il faut se calmer parce qu'on se fait du mal vraiment pour rien. Et dans la même optique, est-ce que des distributeurs de séries ou de films vous imposent-ils parfois des comédiens en disant c'est la voix entre guillemets habituelle d'eux, oui. Il faut le prendre? Ça arrive. Ça arrive. Quand on me le demande, moi c'est vraiment pas, dans tout ce que je fais, c'est vraiment pas la demande, c'est pas une demande courante en ce qui me concerne. Ça m'est arrivé. Quand c'est des gens que je ne connais pas, moi je suis plutôt ravie. Je me dis, comme je ne les connais pas, j'ai pas de raison de les appeler, donc là c'est formidable. On va faire connaissance. Après, on travaille. Là, après, les acteurs sont des acteurs, donc ils peuvent se trouver. C'est vrai qu'on me le dit souvent, on m'a jamais demandé ça, j'ai jamais travaillé comme ça, mais on travaille. Dans la majeure partie des cas, les acteurs sont vachement contents qu'on bosse à la barre. Qu'on ne soit pas juste là pour mettre des mots dans des bouches, qu'il s'agisse un peu d'autre chose, qu'il s'agisse de définir la situation, de définir le personnage, de travailler sur quelque chose qui est
tout simplement la base du travail de l'acteur, la matière du travail de l'acteur. Il m'est arrivé parfois de refuser. Ça m'est arrivé 2 fois. On voulait m'imposer des acteurs qui avaient déjà doublé le rôle. J'ai écouté, j'ai jamais refusé sans écouter. Et je me suis aperçue, dans les 2 cas, ça a été pour la même raison, que l'acteur qu'on me demandait de prendre avait 30 ans de plus que l'acteur qui était à l'image. Donc j'ai simplement appelé le producteur et je lui ai dit, j'ai pas de problème, si pour vous c'est très très important, prenez-le, mais ce sera sans moi. Oui, tout à fait, mais parce que je ne voyais pas à quoi faire, enfin je ne voyais pas comment, voilà, en l'occurrence, ça c'est de la subjectivité de direction. Et on m'a à chaque fois répondu, en effet, fais ce que tu veux, t'as raison. Et j'ai pris que j'ai... Est-ce que vous comprenez la notion pour le grand public de l'attachement aux voix? C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à tel acteur français sur tel acteur étranger, qu'il y a un changement, ça peut être perturbant. Ouais, mais moi j'ai confiance en mon public. Je pense qu'il peut aussi tout à fait se dire, mais en fait, c'est vachement intéressant d'aller voir ce que d'autres font et de se poser la question de à quel point, de quelle manière ça peut éventuellement enrichir. On a d'ailleurs des exemples d'acteurs qui ont été changés sur des acteurs connus, parce que très très vite on s'est aperçu que c'était une bonne idée sur le premier film et déjà plus du tout sur le deuxième. On s'est entêté pendant quelques films et on tombe dans un paradoxe insoluble. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et on a des frémissements sur la toile de spectateurs qui ont révolté parce qu'on a osé échanger la voix. Non, il faut retourner à la base, il faut retourner à l'acteur, à l'écran, il faut retourner... et il faut... moi, je crois que les spectateurs sont intelligents. Je n'ai pas de raison de partir du principe que les spectateurs ne sont pas curieux, ne sont pas inventifs, et n'ont pas aussi envie de savoir comment ça se passe, comment ça change. C'est intéressant, le changement. C'est intéressant de voir comment les énergies sont différentes, comment ça enrichit, comment il peut y avoir à un moment donné quelqu'un qui a eu raison, qui a senti quelque chose qui est intéressant. Après, le spectateur peut aussi dire à un moment donné, ben là je trouve que le changement n'a pas été heureux. Ah là, ben c'est vrai que le changement, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que c'est pas plus mal, enfin, etc. Quoi. De toute façon, il y a quelque chose à revoir sur l'idée que l'AVF est une sous-VO ou une imitation de la VO, c'est ça le pire. L'AVF est un nouveau produit, l'AVF est une nouvelle création, et je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'écouter, qu'il faut la regarder. Et c'est vachement important, parce qu'il y a beaucoup de faux bruits comme ça qui circulent sur les VO, les VF. Je trouve qu'un des premiers faux bruits, c'est de partir du principe que la VO sous-titrée est une VO. La VO sous-titrée n'est pas une VO. La VO sous-titrée est un nouveau produit qui s'appelle une VO sous-titrée. Quand on regarde une VO sous-titrée, on regarde l'image et 5 secondes sur sous-titre. Et l'image et 5 secondes sur sous-titre. Et on accumule les secondes, ça veut dire qu'il y a à peu près les 3/4 du film qu'on n'a pas regardé. Donc c'est une convention de plus. Il y a plusieurs conventions. Il y a la convention de doublage, il y a la convention sous-titre. On ne regarde une VO que quand il n'y a pas de sous-titres. Donc on peut, pour certains, y arriver sur certaines langues étrangères qui sont plus courantes, comme l'anglais, parfois sur l'espagnol pour quelques-uns, sur l'italien un petit peu, et au-delà de ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent les VO en japonais, voilà, dans notre pays à nous, ici, ou en suédois. Et la VO sous-titrée n'est pas une VO. Donc c'est sur des choses comme ça que moi j'aimerais inviter les spectateurs à réfléchir et à laisser l'espace de la création, du coup, sur la VF. La VF est un nouveau produit qui peut être complètement raté et qui peut être parfois vachement réussi et c'est vachement bien. Oui, en fait, on parlait tout à l'heure des changements de comédiens pour un même acteur, le fait de changer de voix pour un même acteur étranger. Et en fait, je me demandais si finalement la difficulté, ce n'est pas d'essayer de faire oublier la voix française sur un comédien, alors que finalement le spectateur, enfin en France en tout cas, on a l'habitude, on associe beaucoup la voix aux comédiens étrangers, aux comédiens américains. Donc la difficulté n'est-elle pas de réussir à changer la voix du comédien qu'on a associé à l'écran, et toujours en faisant passer les mêmes émotions et en gardant un jeu d'acteur, en tout cas qui se prête au jeu d'acteur qui est à l'écran. Je crois que celui qui doit oublier, c'est le spectateur. L'acteur, il fait son travail tel qu'il doit être fait, il le fait certainement pas par rapport à ce qui a été fait avant lui. Il le fait dans sa sincérité à lui. Je pense que le spectateur est parfaitement capable. C'est une question presque psychologique, je dirais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, moi je fais confiance aux spectateurs. Je pense qu'ils sont parfaitement capables de se mettre en situation, non pas d'essayer de retrouver ce qu'ils ont toujours attendu, mais au contraire, tiens, il y a un truc nouveau. J'écoute.
Et je crois vraiment que le spectateur peut le faire, et je crois que c'est enrichissant, je crois que c'est assez joyeux de faire ça. C'est pas... Alors, évidemment, si on essaie de retrouver, c'est forcément frustrant. Enfin, ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est vraiment une question du positionnement du spectateur. Et je pense qu'il faut diffuser cette idée. Quoi. Il faut se dire, mais non, on peut tous être intelligents, on peut tous changer, quoi. On peut tous avoir une curiosité, on peut tous être créatifs, même dans notre manière d'écouter. Je pense que c'est vrai et que c'est important. Est-ce qu'il y a des attentes de la part du studio américain à la base? Est-ce qu'on vous met des contraintes? Alors, on est obligé de savoir qu'il y en a, puisqu'il y a eu certains cas où, je ne citerai pas de nom, hein, je ne dirai pas quoi, il y en a plusieurs, on les connaît dans le métier. Il y a eu des cas où les États-Unis sont intervenus sur le démarrage de séries pour demander à ce que le directeur artistique soit remplacé, les auteurs et les comédiens. Donc il y a un vrai retour sur les États-Unis. La France est très privilégiée aux États-Unis en tant qu'acheteur. C'est un gros acheteur de séries. Et donc il y a des liens qui se font entre les boîtes en France et les boîtes aux États-Unis. Ça peut aller jusque-là. Ça s'est produit plusieurs fois.